Salut à tous, soyez le bienvenu dans ce premier numéro d'Ennemi Public, votre nouvelle émission dans laquelle nous traiterons de l'actualité. J'ai avec moi notre ami Ludovic Lefebvre, qui est responsable au PDF Paris, et tu es aussi écrivain. Et j'ai avec moi également Jean Lamour, développeur informatique et responsable au MENS, Mouvement National Écologique Solidaire. Mouvement Écologique National Solidaire, pardon. Désolé. Jean Lamour, ça tombe bien que tu sois là, puisqu'aujourd'hui nous allons parler des Gilets jaunes. Alors pourquoi je dis, tu tombes bien, vous avez peut-être entendu parler de lui il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire le 24 novembre, puisqu'il s'est pris lui-même, il a été l'une des nombreuses victimes à se prendre un tir de flashball, lui, dans la mandibule. Donc déjà, Jean Lamour, avant de commencer, comment vas-tu? Et explique-nous un petit peu ce qui s'est passé pour toi après. De multiples photos ont tourné de toi sur les réseaux sociaux. Oui, c'est-à-dire que le tir de flashball que j'ai essuyé, il est indiscutable. C'est un flashball qu'on m'a tiré en fait à bout portant, à 15 mètres approximativement. C'était le 24 novembre, donc à midi. Et donc que dire, il n'y avait pas de manifestants autour de moi, il n'y avait pas de gilets jaunes, j'avais pas de gilets jaunes moi-même sur moi. Bon, je sais pas comment ils ont fait pour me repérer, mais en tout cas toujours est-il qu'ils m'ont pris pour un manifestant, voilà, ils m'ont tiré en pleine gueule. Donc d'ailleurs j'étais immobile, comme de nombreuses victimes des gilets jaunes en fait, au moment où ils ont essuyé les pires tirs. Et le lieu commun de ces victimes, ils étaient immobiles. Sauf que moi, en fait, j'ai, au moment du tir, juste l'idée de franchir le trottoir. Je lève la jambe et je me vois encore partir, basculer sur moi-même. Et c'est à ce moment-là même que j'ai essuyé le tir de flashball. C'est-à-dire que le CRS m'avait en joue. Et il était sur le point de tirer. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il a dû empresser le tir. Il a dû empresser le tir. Et je peux vous assurer qu'il ne visait pas que le visage. Il visait pas que la tête. Il visait des parties précises. Les pommettes, les yeux. Il visait vraiment des parties vitales. Il visait ce type voulait me foutre en l'air. Le policier qui a mis en joue, c'était vraiment une volonté de blesser un individu. Et je rappelle que j'avais les mains dans les poches. Ça rejoint un petit peu ce que disait monsieur Jérôme Rodriguez, qui a été blessé il y a quelques jours par un tir de flashball à l'œil, qui disait exactement la même chose que toi, que le tir, là on a pu voir sa réaction dans les informations, sur BFM TV, il a été interviewé, et il disait que justement le tir était... en tout cas de ce qu'il disait lui, le tir avait l'air d'être totalement... c'était pas un accident, quoi. Il disait exactement la même chose que toi, c'était un tir calculé. Oui, toutes les victimes. Et d'ailleurs, j'en profite pour souligner qu'il y a dû y avoir, je pense, une vingtaine de mâchoires cassées, et comment se fait-il qu'il y ait 30 yeux, je sais pas, il y a une proportion d'éborgnement dans les blessures qui laisse présager que c'est les yeux qui sont visés de façon caractérisée. Pourquoi autant d'éborgnés? Pourquoi? D'ailleurs, qu'on vienne me voir et qu'on me dise oui. Alors c'est vrai qu'une personne qui s'est fait casser une côte ou qui l'a reçu dans la jambe va peut-être pas crier aussi fort que la petite comment s'appelle-t-elle Florina qui s'est fait crever l'œil à Bordeaux, c'est ça je crois que c'est ça. C'était à Paris, non? C'était à Paris, pardon. C'était à Paris. Et donc, c'est sûr qu'ils vont moins se manifester, mais comment se fait-il qu'il y ait une telle proportion d'éborgnés? D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de se dire que normalement, le tir dans les yeux est interdit. La police n'a pas le droit d'utiliser des armes. Déjà, les flashballs n'ont pas le droit d'être utilisés sauf en cas de légitime défense, et dans les jambes.
Comment ça se fait qu'il y a autant de tirs dans l'œil si les lois sont respectées de la part de la police? Ouais, moi je poursuis en disant même que si on lit en fait le manuel d'utilisation de ces armes, là, le LBT 40, etc. Enfin, si on le survole et si mes informations sont exactes, c'est un PDF qui circule sur Internet, c'est le manuel, mais tout à fait officiel d'apprentissage et de mise en fait en service de cet armement en fait avec le garde mobile ou le CRS qui va s'en servir. Il doit déjà commencer par mettre le genou à terre pour tirer. Est-ce que en fait on n'en voit pas un seul respecter déjà une des premières consignes du livret? C'est-à-dire que non seulement ils doivent impérativement tirer au sol à une certaine distance et surtout ne pas en effet viser la tête ou quoi que ce soit, mais en plus ils doivent mettre un genou au sol quand ils tirent. J'en vois aucun mettre un genou au sol. D'accord. Oui, alors là, ils tirent debout, et puis on a remarqué plusieurs fois, de visu ou en voyant des vidéos, qu'ils prenaient bien le temps de viser. Non seulement ils étaient debout, mais ils prenaient le temps de viser. Hein. Ils prenaient vraiment le temps. Donc, jouer à l'accident ensuite, dans les médias pour dire, voilà, quoi, dommage collatéral. Non, pas du tout. Moi, je pense vraiment que c'est pour démobiliser, démoraliser le mouvement. C'est-à-dire de traumatiser les gens pour plus qu'ils viennent par la suite. Donc, ils vont s'en prendre en priorité à des pacifistes, à des femmes, à des gens qui étaient là, voilà. On voit bien, Jean nous a dit très bien, il avait les mains dans les poches, il n'était pas en activité d'affrontement au moment où ça lui arrivait. Non. Donc, il tire comme ça. Il y a les images qui circulent de partout pour traumatiser, pour que la semaine d'après, il y en ait beaucoup moins et que ça s'essouffle le plus vite possible. Ils font le carnage pour faire peur aux braves gens. Bah, très bien. Alors, nous allons justement, alors Jean, nous voulons parler avec toi des Gilets jaunes. Une partie a déjà été abordée. Les Gilets jaunes, c'est le mouvement qui a commencé le 10... On en est déjà à l'acte 11. Ce mouvement avait commencé le 17 novembre et continue aujourd'hui avec, comme je le disais, le 11e acte. Hein. Il est question de quoi généralement? Alors des tirs de flashball, LBT 40, on vient d'en parler. La violence de plus en plus accrue des CRS. Les antifas, d'ailleurs, on en parlera en fin de vidéo des antifas avec notre ami Antonin Bernanos. De la diversité... Alors Jean, on va revenir avec toi si tu le veux bien, sur les gilets jaunes. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce que c'est le flashball? Alors on se le prend beaucoup dans la gueule, mais on ne sait pas trop ce que c'est. L'arme appelée aussi LBT 40. Est-ce que tu peux nous en parler s'il te plaît? Moi j'ai été regarder la fiche technique de l'appareillage. Il est précis, très précis, jusqu'à 25 mètres. On ne peut pas me raconter qu'il est précis à 50 mètres, ça c'est complètement faux. Le projectile va à 200 km/h. Donc c'est comme je venais d'appuyer tout à l'heure sur le fait qu'il faut qu'à une distance de 15-20 mètres, le personnage soit immobile, parce que si on veut faire un tir propre dans l'œil, avec en plus des viseurs holographiques, si on veut faire un tir propre dans l'œil, il faut que ce soit une personne qui soit immobile, enfin idéalement les mains dans les poches ou les mains derrière la tête. Enfin, en tout cas immobile. Et donc ce qui, vous voulez, moi je trouve, même qu'en cas d'accident, ça, si vous voulez, c'est tellement, cruel et, je veux dire, on peut pas se permettre de répéter sans cesse toujours ces mêmes accidents. En fait, on pourrait aussi parler éventuellement de Jérôme Rodriguez, qui vient de perdre un œil sur simplement un tir de grenade de désencerclement. Et il y a plusieurs caméras qui voient mais très nettement que le CRS lance une grenade de désencerclement sur 4 journalistes. Attendez, mais c'est incroyable, quoi. Il y a quelques gilets jaunes autour d'eux, à 15-20 mètres, enfin même 30 mètres, 40 mètres, il n'y a quasiment personne, il n'y a pas de danger. Et le CRS en question lance la grenade de désencerclement vers le journaliste. Alors maintenant, lui, Jérôme Rodriguez, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, Kevin, il argumente, ou il argumenterait, que c'était volontaire. Mais je suis désolé, là, encore une fois, ouais, mais ça colle pas. Ça colle pas parce que le CRS, aussi adroit qu'il puisse l'être,
avec une grenade de désencerclement, il peut pas comme ça à tous les coups faire mouche dans l'œil d'une personne. Alors peut-être il a voulu le blesser ou etc. Bah, tant mieux s'il a un œil crevé. C'était oui certainement intentionnel. Voilà, bah là c'est l'exemple. J'ai été blessé, comme il dit, là, je vais reprendre la citation complète. J'ai été blessé délibérément. Délibérément, il a été blessé délibérément. Il a été blessé délibérément. On le voit sur la deuxième vue de la caméra. En fait, quand on voit la scène d'un troisième caméraman qui lui est déporté en fait vers les CRS, on ne voit pas le journaliste s'écrouler par terre, mais on voit à un moment donné le geste d'un CRS qui est même sur les rangs de devant et qui il lui balance la grenade en pleine gueule. Hein. Enfin, je sais pas d'autre mot quoi. Il lui balance en fait quasiment à 4-5 mètres, il est à peine à 4-5 mètres, il lui balance littéralement vers lui le projectile. En sachant que ça contient une dose de TNT, que ça va faire du dégât. Donc évidemment, il ne pouvait pas préméditer, à moins d'être un scientifique qui passe des jours et des jours, l'endroit où des éclats de grenade allaient se disperser et lui crever délibérément l'œil, mais il y avait quand même intention de nuire, quoi. Quand on balance une grenade contenant du TNT, on sait que ça va faire mal. Bah, surtout, c'est pas un pétard de carnaval, quoi. Bah, exactement, et puis les CRS, normalement, sont censés être une équipe de, j'ose le mot, professionnels. Donc, il y a beaucoup de bavures, quand même, pour des professionnels. Hein. Moi, je dis que ce sont des bavures professionnelles. Voilà. C'est des bavures professionnelles. Voire même sur ordre. Hein, ouais, voilà. C'est pas mal ça, bavure professionnelle. Bah écoute, as-tu quelque chose à rajouter sur les Gilets jaunes ? Bah les Gilets jaunes, oui, des violences déplorables qui se passent en fait. C'est la question que tu allais justement poser. Évidemment, ça venait se dérouler comme les événements qui se sont déroulés, les 4 derniers maintenant actes, c'est ça. Le meilleur, alors, ce sont les antifas. Normalement, eux qui se réclament du peuple qui souffre, de la gauche héroïque. Là, on les voit pratiquement en train de... Enfin, on les voit carrément, pas pratiquement, carrément en train d'agresser des gilets jaunes qui ne se revendiquent pas de l'extrême droite. Hein. Ce sont juste des membres du peuple énervés qui se rebellent contre l'oppression... gouvernementale et du pouvoir, tout simplement. Et là, on voit les antifas en train de les agresser. Est-ce que tu peux nous parler de ça aussi, s'il te plaît? Tu peux revenir dessus, Jean? Moi, j'ai toute une théorie qui sent des couches sociales et des couches, en fait, des intermédiaires qui viennent s'empiler là-dedans dans ces manifestations. Ils sont pas tous... Certains sont d'origine vraiment politique, c'est-à-dire doctrinale. Hein, c'est des gens qui viennent pour... se battent clairement pour leurs idées, et il y a d'autres personnages qui viennent là pour tirer les épingles du jeu. Si en fait, parler plus précisément, c'est-à-dire des partis politiques, des syndicats, des groupuscules qui viennent s'introduire dans ces manifestations pour tirer les marrons du feu. Et c'est arrivé tardivement, hein, puisque en fait, on est arrivé à l'acte 9 ou 10 avant de voir vraiment les premiers gros incidents des frictions entre ces groupes-là. Et voilà, quoi. Alors, donc, l'extrême gauche, elle est vraiment... là-dedans, elle est fortement visée, hein, puisque au début, on se souvient tous des interventions sur LCI, sur BFM... Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le bordel. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas laisser se faire. C'est-à-dire que la beauté et la force du mouvement des Gilets jaunes, c'est que ce sont des gens en colère, excédés par les taxes, excédés par toutes les lois liberticides, qui n'arrivent plus à manger, qui sont ponctionnés, et qui sont face à un pouvoir politique, mais aussi médiatique, économique, qui les méprise. Qui se révoltent légitimement. Et à politique, je veux dire, nous, dans les partis nationalistes, on a mis quand même... on a tout laissé aux festières, on a mis un gilet jaune, et nous sommes devenus des gilets jaunes qui manifestions parmi des gens de gauche, des gens apolitiques, des gens de toutes sortes. Il y a les ronds-points qui ont été pris. Et il faut que Besancenot se mette ça en tête, parce que sinon, nous, on va lui expliquer un peu plus clairement. C'est-à-dire que ce n'est pas le mouvement de Besancenot, avec ses idées, son idéologie, et nous qui défilons derrière. C'est pas ça du tout. Surtout que... S'il veut venir, il vient avec un gilet jaune,
il ferme sa gueule comme tout le monde, et puis il fait les manifestations. Il vient pas comme ça avec son drapeau, avec ses slogans, avec toute sa doctrine, nous l'imposer, et puis refuser aux autres l'expression et la pensée. La France n'en peut plus de devoir se taire. Et Besancenot fait partie des gens qui font taire la France depuis très longtemps. La France ne se taira plus. Non, bien sûr, et puis la gauche que représente Besancenot a ce gros défaut, c'est qu'ils ont vraiment du mal à rester neutres. Il faut toujours qu'ils arrivent avec leurs idées droits de l'homiste, trotskistes. C'est-à-dire que quand tu penses pas comme eux, tu te fais casser la gueule. Ils peuvent pas l'oublier, ça. Enfin, ils peuvent pas ranger ça. Ils sont obligés de venir avec ça. Là, je viens de participer à l'acte 11, samedi dernier. C'était hier. Et des groupuscules d'extrême droite sont venus rendre des comptes en fait dans la manifestation. Je dois dire que ce sur quoi je suis très étonné, ils n'ont quasiment pas retrouvé de résistance, ni de la part du public, ni de... Quand ils sont approchés du groupe, en fait, du cortège du NPA, puis qu'ils ont commencé en fait à leur frapper dessus, leur distribuer des gifles pour leur faire enlever les drapeaux, personne n'a moufté. Et quand ces petits jeunes qui sont clairement identifiables comme des identitaires, c'est des zouaves, hein, c'est des nationalistes, etc., etc. Et donc, on a même entendu des gens de la diversité dire oui, enfin, on est avec vous. Enfin, c'est pas les termes exacts, mais c'était encore pire. C'était allez-y, continuez à leur défoncer la gueule. Oui, eux aussi. J'ai remarqué que les gens issus de l'immigration, pour parler clairement, ont du mal aussi avec ces petits bourgeois antifascistes qui parlent en leur nom, qui fassent comme si eux n'étaient pas des personnes responsables, douées de pensée et de parole, et ils sont agacés aussi par eux. Donc voilà. Maintenant aussi, ce qu'il faut vous dire, c'est que la réponse des nationalistes, qu'ils soient identitaires, zouaves et tous ceux qui étaient là, c'est que aussi, il y a eu la volonté dans les premières manifestations. L'ultra-gauche n'est pas venue manifester aux côtés de Gilets jaunes pour des causes sociales, elle est venue chasser, agresser des gens d'extrême droite. Donc ça a eu lieu pendant plusieurs actes, et au bout d'un moment, ça suffit. Les gens répliquent. C'est pour ça qu'il n'y avait pratiquement pas de résistance, parce que ça faisait vraiment, alors là, pour le coup, émeute. Ça c'est sûr. Ouais. Nous avons répondu. D'ailleurs, Ludo, nous allons terminer avec toi, à part si Jean... Voilà. Nous allons passer à la rubrique finale, la gifle de la semaine. Alors, la gifle est consacrée à monsieur Antonin Bernanos, l'un des antifas le plus connu de tous les antifas de l'extrême gauche. Hein. Et cette barre va être faite par notre ami Ludovic Lefebvre. Alors, vas-y Ludovic, on t'écoute. Alors, Antonin Bernanos, je ne vais pas dire mon ami Antonin Bernanos, on ne prend pas le thé ensemble. J'imagine bien. À 16 heures, dans le 6e arrondissement où il a grandi, ou à Montparnasse où il vit. Voilà, je ne vis pas là-bas, je ne connais pas bien ces quartiers-là. Mais voilà, ce que je veux dire sur Antonin Bernanos, c'est un jeune homme de 25 ans qui est étudiant. Alors l'Express ou des journaux dans ce genre le décrivent comme un jeune homme de bonne famille. Il n'a pas 30 ans, Bernanos ? 25. Ah, il a 25, d'accord. Donc j'aimerais bien moi qu'on m'explique ce que c'est un jeune homme de bonne famille ou un jeune homme de mauvaise famille. Alors il donne pas l'explication clairement. Jeune homme de bonne famille, est-ce que ça veut dire famille à pognon ? Visiblement, oui, c'est le cas. Le père Yves est aussi un militant multiculturaliste qui fait des films sur la diversité, sur les banlieues. Il adore ce genre de choses. Ça lui rapporte beaucoup d'argent. Hein. Il a toujours un aspect économique là-dedans aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il défend de la diversité, l'immigration, la régularisation des clandestins, mais il y a toujours le chèque derrière. Hein. Ouais. Donc voilà, on voit où il vit, on voit les rémunérations, il est cinéaste. Donc voilà, je suis pas dans une lutte des classes, attention, il faut pas tout confondre. Hein. Mais je voudrais mettre l'accent sur cette bourgeoisie particulière qui a énormément d'argent, qui vit dans les beaux quartiers, et qui a comme passe-temps d'aller péter la gueule des gens d'extrême droite. Il faut savoir que ce Antonin Bernanos, avant, a été condamné et a même fait de la prison pour avoir cassé une voiture de police, y avoir mis le feu,
avec les policiers à l'intérieur qui sont sortis. Il y a eu toute une histoire là-dessus. Avant ça, il avait été présenté devant le tribunal 12 fois. Il avait eu 11 non-lieux et une fois, ça n'avait pas été poursuivi. C'est-à-dire que ce type-là, ce petit bourgeois qui fait le mec du peuple, ouvert d'esprit, etc., et ça ressemble plutôt à Al Capone, si tu veux. C'est-à-dire qu'il a une pléiade d'appuis, d'avocats, etc., et 12 fois pas condamné, tu vois. Surtout là, ce qui s'est passé vois avec les policiers. Bien sûr, je vois, ouais. Ce qui s'est passé là avec le fait qu'il enflamme les voitures, avec la police dedans, on peut appeler ça une tentative de meurtre. Sur deux fonctionnaires de police. Ça aurait été très loin, donc j'ai pas les minutes du procès, je pense qu'il n'a pas été condamné à la légère non plus, puisqu'il dit... Il hurle à la manipulation. Hein. C'est un policier qui l'aurait dénoncé et tout. Bon, voilà, c'est encore une fois une victime. Comme lorsqu'il s'est pris un coup récemment, il s'est mangé une droite, il s'est nié un petit peu du nez. Hein. Il a été totalement outré. Alors que lui a l'habitude quand même d'aller agresser les gens, d'aller agresser des militants nationalistes à une quinzaine, avec des barres de fer, avec des marteaux, avec... Tu te souviens, par exemple, de Yves Goldenpfaff, qui avait été agressé dans le 15e. Oui. Donc, ce sont leurs méthodes. Ils s'amènent à une quinzaine de tirs. Et dans le dos, signé. Dans le dos, avec des armes. Ça n'a jamais de conséquences judiciaires majeures. La plupart du temps, ça n'en est même pas du tout. Tu as vu, il n'est jamais condamné. Parce qu'il se sauve. Voilà, il se sauve. Et puis, il y a une grande indulgence de la justice. Oui. C'est-à-dire que ce sont quand même... Il ne faut pas oublier que ce sont des bourgeois en place qui ont un relationnel. Ce ne sont pas des gens du peuple comme ils se présentent, des prolétaires solidaires, etc. Ce sont des gens... parfois, il a été relaxé, tu vois. Parfois, il a été relaxé parce qu'il était à l'étranger à ce moment-là. Donc voilà, quoi. On l'embête pas, il est en vacances. Oui, voilà. Il va au Mexique pour voir des révolutionnaires et jouer au golf, quoi. Donc, grosso modo, tu vois le... Et puis, il y a aussi ce truc d'antifascisme. C'est une espèce de... On pourrait être contre l'idéologie fasciste, mussolinienne. C'est un peu dépassé quand même. Hein, c'est un peu anachronique. Mais là, c'est même pas ça. Antifa, c'est quelque chose d'absolument indéfinissable. C'est-à-dire que c'est le fascisme selon Bernard-Henri Lévy. C'est-à-dire que tout ce qui lui plaît pas est fasciste. Le mot fasciste est totalement dénaturé. Les types ne savent même pas contre quoi ils se battent. Ils t'aiment pas, tu es fasciste, tu représentes une autorité, tu es fasciste, tu es policier, tu es fasciste, magistrat, si t'es pas de leur côté, t'es fasciste, tu as simplement envie d'être tranquille dans ton pays, qu'il y ait pas des règles, surtout. Voilà, qu'il n'y ait pas des règles, que tu sois pas totalement submergé d'immigrés. Ces gens se battent aussi pour la régularisation des clandestins. Mais il en veut combien ? Il y a déjà une quinzaine de millions de personnes issues de l'immigration en France. Il en veut combien ? Il en veut 500 millions. On va les mettre où ? On va bâtir sur les campagnes. Voilà. Et c'est une proximité qui est conflictuelle. On voit bien des gens de cultures différentes, d'approches différentes, qui vivent en grand nombre sur un territoire restreint. Évidemment, ça crée des heurts. Pourquoi ce type ne veut pas que les gens vivent en Afrique tranquille, etc. Pourquoi il veut que la France soit submergée ? Où il veut en venir ? Quelles sont ses doctrines ? On ne sait pas bien. Oui. Ce sont des espèces de grands paumés. Et tu vois, certainement, il se bat pour la tolérance contre l'homophobie. Il se prend une patate dans la gueule. Il sale pédé. Et il dit, viens te battre, sale pédé, sale pédé, sale pédé. Voilà, quoi. Est-ce qu'il va lui-même s'auto-agresser pour homophobie ? Ah, ça serait drôle. Non, mais tu vois, parce que des fois, ils agressent des gens pour moins que ça. Hein. Oui. Donc, au bout d'un moment, ça suffit aussi, quoi, tu vois. Ces gens sont dans l'imposture permanente. Voilà, la mère qui vient chialer que son enfant, c'est normal pour une mère d'aimer son enfant, d'essayer de le défendre, mais qui vient dire que elle fait partie de ces nombreuses victimes de la justice oppressive, un peu nazie sur les bords, etc. Mais c'est nous qui sommes persécutés, les nationalistes, ce sont pas les gens d'extrême gauche. C'est la version accusatoire propre
aux gens qu'on ne nommera pas. Voilà, ils sont pas hors système, ils sont pile le système. Tu as qu'à regarder n'importe quelle publicité à la télé, dans les rues, n'importe quoi, tu vas voir un couple avec un Africain et une jeune blonde dans la publicité. La mixité, ils sont en plein dedans. Ça va dans le système. Ce sont pas des gens hors système, ce sont des gens qui font le système, qui en vivent très bien d'ailleurs. Donc il faut qu'ils arrêtent de se porter comme persécutés. Voilà. Simplement, à TF1 et dans la politique, on a dit, écoutez, vraiment, c'est pas bien de chercher des boucs émissaires dans l'histoire. Mais bon, vous pouvez aller péter la gueule aux gens du Front National quand même. Ça, vous pouvez. Allez vous défouler dessus, quoi. Ouais, grosso modo, c'est ça. Alors, c'est peut-être aussi tout simplement des petits cons qui aiment bien frapper, tu vois, qui ont le goût du sang, qui aiment bien castagner un mec à une quinzaine avec des barres de fer et tout. Ça, tu vois, ça leur apporte une jouissance, mais qui viennent pas nous coller une idéologie là-dessus. Leur idéologie, il n'y en a pas. Droit de l'homiste, en plus. C'est une espèce de merdasse, de bouillie, de choses qui n'a aucun sens. Ils ne disent jamais ce qu'ils veulent parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Bah, comme dirait Boris Solet, le gauchisme est une maladie mentale et ça représente très bien ce que tu dis, la bouillie mentale, c'est ça en fait. Hein. Ah oui, ça... La bouillie, il n'y a pas de... C'est vrai que... Ça rime à rien. Donc voilà, rien. Il appartient à un collectif qui s'appelle... je sais plus trop quoi, les Antifas de Paris banlieue. Ouais. Parce qu'ils associent, comme ils sont pas très costauds, ils associent volontiers les gens de banlieue pour trouver deux, trois bons castagneurs là-dedans, hein, à tous les coups. Et puis les envoyer comme des tirailleurs sénégalais, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais bon, voilà quoi. Et moi, j'insiste vraiment sur cette information, c'est alimenté par des caisses noires, des syndicats, CFDT, FO, Force ouvrière, etc. Oui, de toute façon, il y a toujours eu des briseurs de grève, il y a toujours eu des gens... cet Antonin Bernanos, moi, me fait vachement penser à Gérard Miller. Gérard Miller, qui est né à Neuilly, donc c'était un ghetto de riches, elle est encore un peu d'ailleurs, hein, qui a fait ses études au lycée Janson de Sailly dans le 16e, et au nom de la lutte pour les peuples, qui allait casser la gueule à coups de barre de fer aux gens du Parti communiste. Tu vois, et c'était toute une bande de trotskistes, alors ils ont tous fait carrière dans la télé et tout. C'était un maoïste. Oui, c'est un maoïste. C'est un maoïste. T'avais aussi des trotskistes comme celui qui a un nom de renard, là, Goupil. Romain Goupil. Voilà, qui était proche de Coluche. Ce sont tous des grands bourgeois qui ont pour le même plaisir qu'en donner un Bernanos, c'est-à-dire d'aller tabasser les pauvres. Voilà. Mais ayez le courage, une fois, les Gérard Miller et les Antonin Bernanos, de dire nous, on n'aime pas les pauvres, ce sont des ploucs, ce sont des cibles faciles, on va leur casser la gueule à coups de barre de fer, parce que c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites depuis plus d'un demi-siècle. Merci beaucoup Ludovic. Quant à vous, je vous retrouve une prochaine fois. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir.